On vous le promet. Alors Chesterton à l'affiche, tout en haut de l'affiche ce soir de Mauvais Genre pour ce divin Chesterton, biographie de François Rivière chez Rivage. Vous commencez non pas par une biographie mais par une autobiographie puisque vous nous présentez cette découverte de Chesterton dans les années de formation, on peut le dire, et puis une imprégnation qui c'est plus qu'un auteur qu'on aime. Là, Chesterton vous a révélé quasiment la joie de lire et la joie au travers de la lecture. François Rivière. Oui, en fait, tout s'est passé d'une manière très, pour moi en tout cas, très romanesque. Quand j'y repense, je m'ennuyais beaucoup dans un pensionnat de bon père dans l'ouest de la France, et j'avais un prof d'anglais qui était donc un prêtre et qui était un fan de littérature anglaise. Il m'a fait lire aussi George Eliot et d'autres, mais là je me suis concentré sur Chesterton, et c'est lui qui m'a fait découvrir un jour le recueil des premiers Père Brown, enfin la sagesse du Père Brown, la clairvoyance du Père Brown en français, l'innocence du Père Brown en anglais, c'est beaucoup plus joli, et je me suis acharné à lire parce que j'avais 15 ans et j'étais bon en anglais, mais enfin c'est pas au point de pouvoir lire couramment surtout la fiction de Chesterton qui est quand même assez complexe, un peu étrange par moments, mais je me suis obligé à lire et ça a été une découverte et ça m'a donné envie d'aller en Angleterre et ça m'a rendu anglophile. De fil en Donc aiguille. ce parcours qui n'est pas fini et qui heureusement avec l'Angleterre a commencé avec Chesterton. Oui, je suis entré dans un labyrinthe vraiment, ne sachant pas que Chesterton avait un jour parlé d'un labyrinthe n'ayant pas de centre comme de la chose la plus abominable au monde, l'enfer, comme la folie à l'état pur. Et j'en suis jamais vraiment sorti. Et au fond, j'ai fait durer le plaisir jusqu'à maintenant, d'une certaine manière, parce que même si maintenant je continue à le lire et j'ai encore des tas de choses à lire, parce qu'il a écrit tellement. Ah oui, alors on a fait une petite enquête là. Les jésuites, j'imagine, avec le nom de leur maison d'édition américain, Ignatius Press, ça doit être les jésuites, c'est 35 volumes. 35 volumes d'à peu près 4 à 500 pages, dont les 8 ou 10 derniers étant uniquement des articles paru dans la presse. Donc ça fait, je sais pas, ça doit faire quelque chose comme 20 000 pages publiées. Oui, c'est énorme. Il a laissé, lui, une centaine de livres. Enfin, on a une centaine de livres, dont quelques-uns parus après sa mort, grâce à la diligence de sa chère secrétaire, Miss Collins, que j'ai eu la joie de rencontrer, qui était un personnage absolument magnifique, et qui a notamment publié un très beau livre qui n'a jamais été édité en France, qui s'appelle Colored Lines, qui est un recueil de contes, notamment de contes pour enfants, et de dessins en couleurs absolument somptueux, enfin, parce qu'il faut dire quand même que Chesterton était un grand illustrateur, un grand caricaturiste même surtout, et mais il écrivait tellement de choses dans la presse, et notamment ce bloc-notes du London Illustrated News qu'il a tenu pendant une trentaine d'années jusqu'à sa mort, dans lequel il était censé ne parler ni de religion ni de politique, alors qu'il faisait pratiquement que ça, mais toujours par le biais de célébrations de choses absolument insolites ou apparemment ridicules. Oui, comme par exemple son premier livre qui s'appelait Le Défenseur, il y a une défense et apologie des bergères en porcelaine qui lui sert à parler d'autre chose. Oui, il a jamais cessé. Enfin, ça a été vraiment le début, ce qui l'a rendu instantanément célèbre dans un milieu qui n'était pas encore un très grand cercle, mais en tout cas à Londres, c'est justement ces chroniques qu'il faisait dans différentes revues comme le Speaker, le Daily News, où il parlait de n'importe quoi, enfin, mais d'une telle manière que ça a attiré l'attention, et c'était ça, le début de sa stratégie, c'était ça, en fait, d'arriver à parler, de mettre Dieu notamment à peu près n'importe où, de parler des choses qui pouvaient intéresser les gens, mais qui désarçonnaient quand même beaucoup le lecteur, enfin, et je pense qu'il a eu beaucoup d'hostilité au début, ça a été très difficile, puis après, bon, il est devenu un personnage tellement fantaisiste, enfin, tellement, oui, une espèce de clown un peu quand même, il faut le dire, notamment dans sa manière de s'attifer, cette cape, ce chapeau, la canne épée, et puis c'est devenu la un dimension monument. Falstaff. C'est devenu un monument, oui. Il est devenu donc un personnage qui était une légende, qui est un peu resté, mais qui l'a pas aidé à passer à la postérité en Angleterre, parce qu'il a quand même été évacué. C'est un écrivain victorien, édouardien, pardon,
au même titre que Wells. C'est ce que vous dites d'ailleurs que les prescripteurs sérieux aujourd'hui rechignent un peu à chestertoniser. Oui, moi j'ai mis du temps à m'en rendre compte parce que j'étais pas à 15 ans en tout cas spécialiste de littérature anglaise, je le suis toujours pas vraiment, mais finalement il a été extrêmement malmené. Il a été, les histoires de la littérature anglaise l'ont souvent exclu complètement. Quoi. Et il a fallu Borges, justement. Il a fallu en France des gens comme André Chevrillon, grand angliciste, André Mauroy, qui en a parlé pas mal, notamment dans un essai publié chez Grasset, enfin dans un recueil d'essais, contenant notamment une assez belle étude sur Chesterton, dont il disait qu'une heure de lecture de Chesterton changeait le cours ravivait la circulation sanguine et celle des idées. Et puis, mais on sent qu'il y a toujours eu un problème. Enfin, son excentricité quand même. C'est ça, la dimension. Et chez les Anglais, et du côté anglais, justement, sa conversion au catholicisme était un handicap dans un pays anglican. C'est ce qui va au-delà de l'excentricité. On lui a pas pardonné. C'est un goût de la marginalité un peu excessif. Genève, on parlait des passeurs de Chesterton, François Livonnet. Claudel l'a traduit. Vous l'avez découvert comment, Chesterton ? Je l'ai découvert en 2 temps. Je l'ai découvert d'abord dans le manuel de philo que j'avais en terminale. Il était dans un manuel de philo. Il y avait la célèbre phrase « Le fou a tout perdu sauf la raison ». Et cette phrase, qui est évidemment un paradoxe, qui joue sur plusieurs registres, mais c'est une phrase qui est assez significative, à mon avis, du mode de fonctionnement de Chesterton. C'est à la fois l'ampleur d'ouvrages qui n'en finissent pas et des aphorismes ou des fragments. Donc ces paradoxes sont comme des fragments. Et on parlait tout à l'heure de Borges, Hannah Arendt, lectrice de Chesterton, a dit avec une grande profondeur que cette phrase, ce paradoxe, le fou a tout perdu sauf la raison, c'est exactement ce qu'on appelle le totalitarisme, c'est-à-dire l'idéologie totalitaire, c'est-à-dire la logique d'une seule idée, ce qu'elle appelle la camisole de la logique. Ça, c'est ma première rencontre. Et la seconde rencontre, c'est vrai, en lisant Claudel, l'exégèse claudélienne dans le livre de Ruth, c'est-à-dire l'exégèse symbolique contre l'exégèse historique, c'est exactement l'opposition entre, d'un côté, le Father Brown et Sherlock Holmes, entre la méthode extérioriste de Sherlock Holmes. Oui, les mégots ramassés sur la moquette. Les mégots le tapis, pardon. Oui, qui ne veut pas faire intervenir autre chose que la logique, sinon, dit-il, ce serait faire intervenir une histoire d'amour dans les propositions d'Euclide. Et de l'autre, cette méthode intérioriste, habiter l'assassin pour aller presque jusqu'au bout, ce qui est l'expérience à la fois du risque. Voilà, mes 2 découvertes, à la fois le fou et Claudel. Alors Chesterton, homme public, légende du journalisme, paradoxe vivant, grand écrivain, mais surtout aimé en France, par exemple, ou en Amérique du Sud. Et puis Chesterton, que l'on découvre un jour, quand on a eu la bonne idée de le confronter à un micro. That the Canadian Literary Society rushed out, as it were, full of hospitality, wanting to welcome anybody from England, any stray traveller. In the confusion of the moment, I was mistaken for a literary man and dragged in to partake of that glorious camaraderie. I didn't know what to do. I thought of trying to explain that I was a lecturer. But that wouldn't do, because some of them had been to my lecture. Voilà la voix de Gilbert Chesterton dans une présentation publique de Kipling. Tout le monde est mort de rire, François Rivière. C'était tout le temps comme ça, parce que effectivement, si on va sur Internet, notamment YouTube, on a soit la voix de Chesterton, soit des documents d'actualité où on voit sa magnificence accueillie dans l'université de Notre-Dame, grande université catholique américaine, au milieu de toute une foule, mais les gens sont groupés autour de lui comme autour d'une vedette d'Hollywood. Le personnage, on va détailler un peu les circonstances de sa vie, mais le personnage attirait la foule, magnétisait la foule. Il y avait à la fois une histoire d'amour. On retrouve cette sensation dont vous parlez de joie spontanée au contact du personnage comme à la lecture de ses textes. Ça, c'est à la fin de sa vie quand même. Hein, oui, là, c'est les années 20, fin des années 20. Début des années 30, même quelques années avant sa mort, où il a fait ces
ces 2 longs séjours aux États-Unis pour y faire des conférences, mais aussi pour amuser les gens. Enfin, effectivement, dès qu'il sortait de son hôtel, les gens s'attroupaient pour lui demander des choses. Et puis il aimait toujours, enfin, je sais pas, quand une dame un jour lui dit « Mais Monsieur Chesterton, vous qui savez tout, moi, je ne sais rien, je suis journaliste. » Ou quand on lui demandait et vous, qu'est-ce que vous feriez à la place du Premier ministre, il répondait invariablement je démissionnerais. Enfin, il y avait des espèces de running gags qui en faisaient un personnage que les gens aimaient bien comme ça, côtoyer. La télévision aurait sévi à cette époque, il aurait été, enfin, on l'aurait trop vu peut-être aussi, quoi. Mais à la radio, donc à la fin de sa vie, il a fait des émissions qui sont, Dieu merci, enfin, peut-être pas toutes, mais qui ont été en partie conservées, et notamment, oui, cette tribune avec Kipling, qui lui était un peu moins drôle. Hein, oui, non, c'était pas le même. Alors que Chesterton faisait rire tout le temps. Enfin, et puis il y a eu des joutes absolument fabuleuses qui malheureusement n'ont pas été enregistrées avec Bernard Shaw. Ah voilà, c'est ça. C'est aussi un sacré humour. Hein. C'est vrai que les affrontements entre Wells, Shaw et Chesterton auraient valu la peine de... Oui, ça aurait mérité de passer à la postérité. D'y placer quelques micros. Mais enfin, on a au moins la voix et puis des allocutions de Chesterton. Chesterton, là, on l'a entendu, c'est dans les années 30, à l'époque où le personnage est devenu internationalement célèbre. On va maintenant s'intéresser d'un peu plus près aux circonstances de son existence. 1874-1936, donc il aura couvert 3 règnes de la monarchie britannique. Black Death par When, le choix de Laurent Polleret pour Mauvais Genre. Alors, Chesterton, 1874-1936, c'est une biographie, François Rivière, et on voit l'histoire de cet homme, avec quand même des périodes qu'on peut essayer quand même. C'est une trompe, Chesterton, à la fois dans la manière de vivre au quotidien, de manifester ses questionnements, ses éblouissements, ses angoisses, de toucher à tout. Vous dites à un moment qu'il était capable de dicter un article tout en écrivant un autre, donc il aura touché à tout, à la poésie, au théâtre, aux articles, aux chroniques de presse, à la littérature sous toutes ses formes. Donc c'est une véritable phénomène global de l'art littéraire et graphique, puisque vous faites une large part à ses talents de caricaturiste et de dessinateur. Mais si on suit un peu son existence, on voit déjà une enfance éblouie, une enfance qui est vraiment pour lui comme le domaine de l'homme à la clé d'or, c'est le titre de son autobiographie, un domaine enchanté, une adolescence douloureuse, avec une espèce d'incertitude et en même temps la tentation du spiritisme, et puis après une espèce d'univers comme ça qui bascule avec la rencontre de sa femme Frances, une espèce de reconnaissance globale, et puis la conversion, et le personnage grosso modo devient une sorte d'extension comme ça à l'infini de ses capacités, de ses zones d'inspiration. Comment peut-on un peu marquer la courbe de vie de Chesterton, François Rivière?
Eh bien, il a eu une enfance très protégée. Son père était une sorte de bourgeois bohème au sens strict et fort, si je puis dire, qui aimait la littérature, le théâtre, qui avait de manière très concrète construit un petit théâtre de carton pour lequel il découpait des personnages, etc. Chose qu'a repris après Chesterton pendant toute sa vie. Mais ce petit théâtre de carton l'a beaucoup marqué, de même que la lecture de contes de fées, au point que quand il avait 3-4 ans, il imaginait qu'un gobelin habitait le sous-sol de la maison, qu'une fée marraine habitait elle en haut, et tout le monde y croyait, tout le monde l'accompagnait dans cette espèce de délire qui était déjà aussi marqué par le divin, puisqu'il a, à l'âge de 7 ans, exécuté pour son papa un dessin représentant une croix, et dont le texte était en anglais phonétique, où il disait « Dieu est mon épée, God is my sword ». Mais il écrivait « God, G-A-W-D ». C'était vraiment un gamin qui était déjà, pour qui le Dieu, les fantômes, pas les fantômes, mais les personnages de contes de fées oui, c'est ça. étaient donc au fond, déjà, se situaient sur le même... Pas de contradiction même entre chose, et il a continué toute sa vie la foi austère et le merveilleux. à mêler les contes de fées à la métaphysique. Il existe, même si mon livre est la première biographie, il existe un livre écrit dans les années 20 par un jésuite, le père Joseph de Tonquédec, que j'ai... Exorciste de l'archidiocèse de Paris, voilà, je vous prie. Que j'aime. Enfin, ce livre est vraiment un très très bel essai sur les idées de Chesterton, et où justement il explique très bien ça, comment le féerique et le divin, comment le surnaturel et la magie se mélangent tout le temps chez lui. Effectivement, par moments, on sait plus trop, ou lui-même savait peut-être plus trop où il en était. Il aimait beaucoup dire qu'il fallait regarder le monde la tête en bas. Bon, tout ça, ce sont des images, ce sont des postures, mais qui progressivement l'ont amené à devenir ce qui reste de lui, quoi. Ses écrits, sa pensée, etc., ses fictions. Dommage qu'il n'ait pas écrit davantage de fiction. C'est ce que lui reprochait d'ailleurs aimablement le père O'Connor, qui a été le modèle du père Brown, et qui était son conseil spirituel. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a cette progression absolument étonnante où, échappant aussi à une forme d'éducation. Bon, il a fréquenté un collège, l'école Saint-Paul, où il était un cancre. Oui, il peut pas mais être que le headmaster aimait bien. Donc, il était tellement excentrique. On sentait quelque chose quand même. On sentait qu'il allait se passer quelque chose avec lui. Il était le rédacteur en chef du journal de l'école. Enfin, il animait plus exactement un club de débat à l'intérieur qui faisait un journal. Et après, quand tous ses copains sont partis à l'université, lui, il a fait une école d'art. Ce qui fait qu'il n'a pas du tout connu l'université. Il est devenu d'ailleurs assez anti-intellectuel et assez remonté contre tous ses... Donc pas d'Oxford, pas de Cambridge. Tous ses copains qui passaient par Oxford et Cambridge et qui, à ses yeux, étaient des gens souvent assez arrogants, assez imbus d'eux-mêmes. Il disait souvent les intellectuels devraient être un peu plus intelligents. Mais sa fréquentation il a fréquenté finalement des milieux assez différents. Très vite, après ces études d'art qui lui ont rien appris, c'est ce qu'il disait, sinon à faire de la caricature, parce qu'au fond, il dessinait bien, mais c'est pas un grand illustrateur. Enfin, il fait partie de cette bande d'écrivains anglais qui dessinaient, comme Lewis Carroll, Thackeray, etc. Ou Mervyn Peake, qui lui dessinait vraiment très très bien. Mais ses dessins sont des caricatures, et sont des dessins qui sont destinés à faire comprendre les choses, enfin à faire passer des messages toujours. Au point d'ailleurs qu'il n'a pas illustré ses propres livres, sauf le tout premier qui était un recueil de poèmes de nonsense, un peu à la manière d'Edward Lear. Mais sa fiction, sa littérature, sa prose est marquée complètement par le graphisme. Elle est graphique, c'est ça qui est intéressant justement. Si on prend par exemple les enquêtes du père Brown, les choses se présentent toujours dans un décor qui est assez succinct, enfin qui est le décor du petit théâtre justement. Et sur la scène duquel commencent à s'agiter des personnages qui sont un peu des figures découpées dans du carton. En fait, une fois qu'on a compris ça, soit on aime, soit on n'aime pas, parce qu'on peut aussi être complètement repoussé par ce type, mais on se rend compte qu'il a créé une forme de fiction totalement originale, finalement, qui est totalement graphique. Pareil, moi j'ai commencé par à découvrir Chesterton par Borges, et cette figure du labyrinthe, et que j'ai mieux apprécié avec
la bio de François Rivière, mais aussi avec... j'étais très intéressé par les sorties des livres, et notamment cette pièce que je connaissais pas, qui s'appelait Magie, dont j'avais entendu parler via Bergman, parce qu'il y a eu une légende, il disait que Le Visage, le film de Bergman, était une adaptation de Magie. C'est très librement adapté, et c'est même pas adapté du tout en fait. C'est autre chose. Du tout. Il avait vu la pièce. Je pense que cette pièce a dû être rejouée ailleurs qu'en Angleterre. Elle n'a jamais été montée en France et jamais traduite, sauf maintenant. Mais effectivement, Bergman était un fan de Chesterton, comme beaucoup de gens, et il avait été impressionné par. Mais on voit pas en quoi cette histoire, le Visage, qui est un joli film. Voilà, parce qu'en fait, le titre original est The Magician. Et je pense que c'est, le titre américain, et je pense qu'il y a des biographes de Bergman qui connaissaient peut-être mal Chesterton, qui ont voulu faire le lien entre les deux. Mais... Oui, de toute façon, le générique ne dit absolument pas que c'est une adaptation de Chesterton. François Livonnet, sur cette absence de disjonction entre the sense of wonder, l'esprit du merveilleux, et la réalité de la foi. Moi, je crois qu'il y a un thème essentiel chez Chesterton, qui apparaît dans son autobiographie, dont vous parlez. Donc l'autobiographie, alors je signale, L'homme à la clé d'or, qui est réédité aux Belles Lettres, livre extraordinaire. Extraordinaire. C'est le thème de l'enfance, en effet. C'est l'enfance, pas simplement comme une période de la vie qu'on dépasse. Alors on peut parler de l'adolescence difficile, mais l'enfance entendue métaphysiquement, c'est-à-dire tout ce qu'il dit sur l'enfance. Il parle de l'enfance comme clarté, lucidité, comme incandescence. Incandescence. Il parle de la lumière blanche à plusieurs reprises. La lumière blanche, ce sont toutes les couleurs possibles. Donc il y a cette idée que l'âge venant, le monde, d'une certaine manière, devient à la fois terne et surtout a une mémoire particulière qui n'est pas une mémoire qui évoque les choses, mais qui ne fait que rappeler les choses. Et il y a un passage extraordinaire sur le pissenlit, quand il dit qu'il faut se rendre indigne de contempler le pissenlit. Et il dit que la jeunesse est capable de cette contemplation dans cette indignité. Il y a ce premier thème, puis il y a aussi autre chose, mais on va en parler, j'imagine, c'est son côté très, très anglais. D'un côté, c'est un anti-moderne. On pourrait l'inscrire dans la grande lignée de Joseph de Maistre. Il dénonce en effet toute cette mythologie du progrès. Bon. Mais d'un autre côté, il n'a pas d'équivalent sur le continent. Aucun. On peut pas dire Blois, pas du tout. Blois est trop truculent et trop méridional. Bernanos, peut-être, parce qu'il y a une expérience du mal incarné. Claudel, peut-être, par le thème de l'enfance du monde. Mais il y a une sorte de légèreté dans le sérieux qu'on trouve aussi dans la philosophie anglaise, qu'on trouve chez Locke, par exemple. C'est quelque chose de tout à fait singulier. Alors on parlait des éblouissements de l'enfance de Chesterton. Il y en a notamment une vision singulière qui persiste dans sa mémoire et qu'il inscrit dans l'histoire de l'homme à la clé d'or. Je me revois me promenant un jour avec mon père le long de la grande rue de Kensington et regardant une foule de gens pressés près d'un passage étroit et sombre du côté sud de cette voie fréquentée. J'avais déjà vu des foules avant ce jour-là et j'étais préparé à les entendre crier ou se bousculer. Mais je n'étais pas préparé à ce qui arriva ensuite. En un éclair, une sorte d'ondulation courut dans le rang des curieux et tous ces phénomènes tombèrent à genoux sur le trottoir. Je n'avais jamais vu des gens jouer à ce jeu, si ce n'est à l'église. Je fis halte, je regardai. Puis, je me rendis compte qu'une sorte de petit cab noir venait de s'arrêter à l'entrée du passage. De la voiture sortit un fantôme habillé de flammes. Rien de ce qu'il y avait dans la boîte à couleurs à 1 shilling n'avait jamais déclenché une telle conflagration d'écarlate, de tels lacs de lacs, ni semblait si splendidement capable de teindre en rouge la mer nombreuse. Le fantôme s'avança. Ses ardentes draperies pareilles à un grand nuage rouge du couchant, levant de longs doigts frêles au-dessus de la foule, en signe de bénédiction. Je regardai son visage et fus frappé par un contraste. Son visage était mortellement pâle comme l'ivoire, très ridé et très vieux, comme assemblé de nerfs, d'os et de tendons mis à nu, les yeux caves dans un trou d'ombre, mais non point laids, portant sur chacun de ses traits le signe de la ruine, mais de la ruine d'une très grande beauté. Visage si extraordinaire
que pendant un moment j'en oubliais les vêtements écarlates, si parfaitement dignes d'enthousiastes louanges. Nous passâmes notre chemin, puis mon père me dit « Sais-tu qui c'était ?» C'était le cardinal Manning. France Culture, Mauvais genre, François Angelier. Voilà un extrait de L'homme à la clé d'or de Chesterton, notre sujet ce soir à Mauvais genre. Effectivement, là voilà, on a un bon exemple de ce qu'est l'éblouissement et le merveilleux de l'enfance. Il est dans la rue avec son papa, il voit un fantôme entouré de flammes, et c'est le cardinal Manning, digne prélat d'église d'Angleterre, en grand équipage. Oui, il y a quand même un petit peu de la roublardise chestertonienne, dans le sens où la rencontre avec le cardinal Manning est bien antérieure à l'écriture de l'autobiographie, et on sent que William Blake, avec ses dessins, ses couleurs, est passé par là quand même. Alors, autre élément important dans la vie de Chesterton, c'est son mariage et ses amitiés. Alors, son mariage avec une femme qui va le tenir, puisqu'il fallait, alors, vous parliez de ce secrétaire, mais il fallait bien 2 dames pour tenir le phénomène Chesterton, et puis son grand ami Hilaire Belloc, avec lequel il va créer un tandem totalement historique de punk catholique dans l'Angleterre édouardienne, sur Rivière. Et un peu malencontreux quand même, le tandem, parce qu'on les a appelés le Chester Belloc. Belloc, cette association qui est née autour d'une bouteille de Bourgogne, un soir pas d'ivresse, parce que l'ivresse était quand même assez permanente chez lui. Tous les soirs il avait du mal à rentrer chez lui. Il essayait quelquefois d'ouvrir sa porte avec un tire-bouchon, c'est lui qui le dit. Et Belloc, qui était français, qui était le frère de Mrs. Belloc Lowndes, l'auteur de The Lodger, je signale ça au passage pour les amateurs de mystère et de films notamment tournés par Hitchcock. Les premiers. Et oui, Hilaire Belloc, qui était catholique pratiquant, mais qui avait été beaucoup marqué par l'Action française et qui était extrêmement porté sur la virulence antisémite. Vous en parlez d'ailleurs. Qu'on ne peut pas non plus passer sous silence. Et Chesterton en fait a été un peu victime, je trouve, de Belloc, qui était surtout l'ami du frère de Chesterton, de Cécile, qui était journaliste et qui est mort assez jeune à la guerre de 14 et qui avait créé un hebdomadaire d'opinion, le Eyewitness, le témoin oculaire, dans lequel justement Belloc déversait un peu ses sarcasmes, et notamment à l'occasion de cette affaire Marconi, une affaire de délit d'initié dans lequel était impliqué même Lloyd George, le futur Premier ministre, et deux frères israélites, les frères Isaac, qui avaient été un peu pris la main dans le sac. Mais le problème, c'est que Cecil Chesterton et Belloc se sont déchaînés, et il y a eu un procès qu'ils ont perdu. Ça a été une sale histoire pour Gilbert lui-même, puisque c'était son frère qui était pris dans cette histoire, dans cette espèce d'horrible affaire. Et à ce moment-là, il a commencé un peu à se dégager de cette association qui lui devait évidemment. Le Chester Belloc, c'est un petit peu dissocié, quoi. Il fait un peu des faits de ces liens avec ce type au fond qui est un petit peu tombé dans l'oubli. Belloc finalement il n'y a pas beaucoup a écrit pas mal, mais au fond oui, je crois que il aurait mérité d'être un peu moins connu, moins associé. François Livonnet. Oui, sur la question de l'antisémitisme, simplement, c'est vrai que il y a des phrases, des propos, des circonstances qui sont indéfendables. Mais à partir du moment où Hitler arrive au pouvoir, à partir de 33-34, il y a des pages de Chesterton que n'ont pas écrit nombre d'antisémites, ce dont on parle, de l'Action française. D'ailleurs, quand il dit, par exemple, qu'il était prêt à mourir pour défendre le dernier juif d'Europe, il écrit ça en 34. Donc, c'est un antisémitisme qui appartient malheureusement à une vieille tradition anti-plutocratique, anticapitaliste, avec des associations et des réductions faciles.
Mais c'est un antisémitisme qui ne verse pas dans l'antisémitisme du type fascisto-hitlérien. Non, il était très longtemps déjà anti-prussien. Il avait une haine du prussien absolument viscérale. Et Hitler, dès que Hitler a montré le bout de son horrible nez, il a pas cessé d'écrire dans la presse, parce qu'il faut quand même pas oublier que l'Angleterre de Chamberlain, quand même, c'est pas très beau. Chesterton a été un de ceux qui se sont battus vraiment, enfin à la plume, pour essayer de prévenir tout le monde de l'énorme danger qui se profilait en Allemagne. I'm Your Only Fan par The Eccentric Research Council, qui n'est pas une association créée par Chesterton, mais un groupe aimé de Laurent Polleret. J'ouvre le livre de François Rivière, page 96, et là je tombe sur une phrase inoubliable: le meilleur moyen de ne pas rater son train est d'attendre le suivant. Ça, c'est des choses qui doivent nous aller droit au cœur. Alors effectivement, on va maintenant passer à ce qui a rendu Chesterton, je dirais presque mondialement célèbre, en tout cas pérenne dans l'esprit des lecteurs, c'est la création du Père Brown. Alors le Père Brown, vous expliquez bien que depuis déjà d'une part, il y a tout un aspect graphique, puisqu'il dessinait sur des brown paper. Alors ça, c'est l'aspect, on peut dire, un peu... oui, ça c'est une théorie totalement personnelle. Voilà. Oui. Je me suis dit que Brown, finalement, c'était le papier brun. Ouais. Il y a une autre figure, alors qui est nodale dans la création, la jeunesse du Père Brown, c'est le Père O'Connor, qui était le directeur spirituel. O'Connor, je vous cite, est par vocation un adepte de l'absolution des péchés, mais sa personnalité peu ordinaire a fait de lui un homme d'église persuadé d'avoir sur la conscience tous les péchés du monde, d'être en quelque sorte lui-même un catalogue des crimes les plus abjects commis par l'homme. Merveilleux. Il était aumônier des prisons et il recueillait des témoignages absolument effrayants. Il racontait ça à Chesterton pendant leur promenade interminable à travers la lande de Hampstead ou ailleurs, dans le Yorkshire, quand ils se voyaient chez les amis communs. Et ce petit bonhomme a donné l'idée finalement à Chesterton de créer un personnage de fiction policière, puisque il avait été un grand lecteur de Sherlock Holmes, mais au fond il détestait Sherlock Holmes justement. Il voulait faire autre chose, inverser presque le processus en créant un personnage de détective complètement foireux. Enfin, apparemment, petit bonhomme, il prétendait qu'il ressemblait à une quenelle du Suffolk. Enfin, c'est son image à lui. Et cette espèce de petit prêtre catholique avec son chapeau rond, toujours encombré de paquets enveloppés dans du papier brun, et qui résout les intrigues, qui apparaît au départ en compagnie d'un espèce de brigand flambeau qui lui-même sort de toute une mythologie, parce que la littérature policière anglaise existait déjà. Il y avait Conan Doyle, mais il y avait quand même pas mal d'autres auteurs avec lesquels il a voulu se mesurer, mais d'une façon complètement différente, quoi.
donc à la détection classique, il a opposé la théologie. Enfin. Voilà, justement parce que dans son premier livre, qui n'est pas à ma connaissance réédité, qui s'appelle Le Défenseur, il y a déjà cette idée que la théologie est une forme de récit d'énigme. Et puis dans ce livre qui est paru aux éditions Climat, donc Pourquoi je suis catholique, la chose, il y a cette idée que justement il y a un lien direct entre la théologie et le récit d'énigme, disant que la création est comme un roman policier, et qu'en définitive, pour Chesterton, concevoir une énigme criminelle, c'est d'une certaine façon tenter d'approfondir un point de théologie, ou un point de mystique, ou un sentiment rare. Enfin, je veux dire, on n'est pas là dans la mise en place d'une mécanique narrative, naturaliste, mais au contraire, on est à la fois dans une vraie énigme policière et en même temps dans une sorte de rébus théologique. On est dans le mystère, en fait. Il a analysé très bien cette notion du mystère qui en faisant ce rapprochement en tant que lecteur aussi de toute une mauvaise littérature, enfin ce qu'on appelait les penny dreadfuls, enfin ces romans à 4 sous qu'on trouvait dans les gares, dont il se garnissait les poches lui-même en permanence. Il y a trouvé quelque chose qui était une littérature populaire, donc, et il s'est dit que finalement la religion c'était pas fait uniquement pour les aristocrates, que lui détestait cordialement à cause d'Henri VIII qui avait chassé les moines des couvents et entre autres, enfin des monastères pardon, et qui mais je sais pas comment dire, c'est compliqué parce que au fond il a voulu faire quelque chose d'impossible, expliquer le mystère par quelque chose qui est encore plus mystérieux finalement, parce que épaissir le mystère pour mieux l'approfondir. Parce que quand on lit les enquêtes du Père Brown, il y a toujours un moment où on se rend compte que la logique n'a plus rien à voir. Un de ses fidèles, un de ses grands fans, Chesterton, un de ses grands fans qui était Alfred Hitchcock, avait cette petite phrase que j'aime bien. Il disait: il y a quelque chose de plus important que la logique, c'est l'imagination. En fait, je suis sûr qu'il l'avait lu dans Chesterton. Ça, moi, je l'ai pas retrouvé la phrase, mais du coup, oui, on passe des ténèbres à la clarté subite grâce à l'interprétation que donne Brown, qui a sorti en fait de lui et du catalogue de crimes les plus abominables qui ait jamais été commis sur Terre, et celui qui a été commis par l'assassin, qui vient de confondre, mais par un tour de passe-passe. Parce que là encore, il y a l'histoire de la magie qui intervient toujours, le surnaturel, ce qu'on trouve d'ailleurs de manière extrêmement bien racontée dans la pièce Magie. Bon, qui se paraît chez Rivage. Où le surnaturel est expliqué d'une certaine manière. Enfin, bon. Mais c'est vrai que ça reste un peu, pour moi, ça reste toujours un peu confus. Enfin, les enquêtes du Père Brown, on les lit comme on lit un conte de fées. Enfin, François Livonnet. Oui, sur le mystère, il y a dans la sphère et la croix, dont on parlera peut-être tout de suite. Qui sort aussi chez Rivage, qui ressort chez Rivage. Exactement. Il y a cette phrase qui, là aussi, pourrait paraître un paradoxe, mais qui est exactement à la mesure de ce que nous sommes en train de dire. Nous, catholiques, nous sommes tous agnostiques. Et cet agnosticisme porte justement sur ce mystère irréductible. Et la différence avec Sherlock Holmes, c'est qu'à la fin d'une aventure de Sherlock Holmes, d'une certaine façon, ce que cachait le criminel et ce qu'a trouvé Sherlock Holmes s'équilibre. On retrouve cette situation qui avait troublé un peu l'ordre social. Il y a toujours la symétrie qui reste. Oui, tout est expliqué, l'ordre est rétabli. Enfin, ça, c'est ce qui est la fonction du roman de détection classique. Or, justement, Chesterton a voulu faire quelque chose d'autre, montrer que le mystère demeurait d'une certaine manière. Et il fallait croire au mystère. Croire en Dieu, c'est croire au mystère. Enfin, l'accepter. L'assassin n'est pas clairvoyant et ne le sera jamais. Alors, avec le Père Brown, on est dans les années 20, quelle est un petit peu la chronologie Le Père Brown, il est né en 1910, et contrairement à ce qu'on croyait jusqu'à maintenant, c'est pas moi qui ai apporté la clarification, c'est Martin Gardner, qui était ce fabuleux spécialiste de Lewis Carroll, que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs, et qui a fait une édition annotée du premier recueil des enquêtes du Père Brown. Et en fait, ça a apparu d'abord aux États-Unis. C'est un journal américain qui avait demandé à Chesterton d'écrire des histoires policières, ce qui est assez intéressant justement. Et après, tout ça a apparu évidemment en Angleterre, mais c'est quand même 1910, c'est l'époque où Conan Doyle était vraiment le maître, enfin, et même donc s'il y avait pas il mal arrive un d'autres petit peu entre Conan Doyle et Agatha Christie. Il fait une espèce de chaînon, c'est pas le chaînon manquant. Non, mais c'est un chaînon. C'est un peu effectivement l'écrivain qui s'intéresse. Déjà, ce qui est fascinant, c'est que dans le recueil Le Défenseur, il se montre comme le premier écrivain au monde ayant pris fait et cause, c'est
intéressé au roman policier, enfin une forme de littérature qui existait depuis un certain temps, mais qui n'était jamais dont on parlait pas quoi. Donc on lisait les livres, mais on parlait son jamais. Excentricité intellectuelle, c'était justement d'avoir pris fait et cause pour la littérature populaire, pour le récit policier, et de montrer que toute cette écriture, tout cet univers pouvait servir à autre chose qu'à une pure, je dirais, un pur divertissement. On pouvait être d'une certaine façon remis dans un axe, une perspective tout à fait différente. Pendant tout ce temps, Mac-Yann avait été dans une sorte de rêve enfiévré, comme le héros d'un conte qui se verrait enlevé dans la lune. Ce qu'il éprouvait différait de l'expérience ordinaire, comme la vie diffère d'un songe. Cependant, il n'avait pas du tout le sentiment de faire un rêve. C'était plutôt le contraire, car de même que la vie est plus réelle que le rêve, de même ce qu'il vivait était à un autre degré encore plus réel que la vie. Mais c'était pour lui tout à fait une autre vie, comme un cosmos avec une nouvelle dimension. Il sentait qu'il venait de naître une seconde fois, subitement en rapport avec de nouvelles notions du bien et du mal, des responsabilités très hautes et des joies presque tragiques qu'il avait eues ou n'avait peut-être pas eu le temps d'examiner. Le ciel ne lui avait pas seulement envoyé un message, il s'était ouvert lui-même autour de lui et lui avait donné 1 heure de son énergie d'autrefois, alors qu'il s'ensemençait d'étoiles. Voilà un extrait de La Sphère et la Croix qui reparaît aux éditions Rivage Poche. Alors effectivement, le père Brown, c'est un des pôles de la célébrité de Chesterton. L'autre, ce sont toute une série de romans absolument extraordinaires. Napoléon Notting Hill, Un nommé jeudi, La Sphère et la Croix, L'auberge volante. Parce que là, de même qu'il y a une pratique hérétique ou de nouveau orthodoxe du récit et de la fiction policière, il y a une pratique de la fantasy romanesque chez Chesterton qui est extraordinaire. On est à la fois dans l'humour un peu à la Sterne, dans une sorte de pré-science-fiction un peu délirante, une sorte de Robida thomiste. On est par ailleurs dans du fantastique, de la bizarrerie. C'est véritablement là aussi une manière de concevoir la fiction qui est totalement novatrice. C'est une fantasy tout azimut et sans aucun cadre vraiment narratif prescrit. Il faut dire que Chesterton avait appris par cœur des pages entières de Dickens, qui était son idole. Il y avait Walter Scott, il y a Dickens. Il avait intégré tout ça, mais il n'a pas essayé de faire du Dickens comme d'autres écrivains anglais à son époque. Il en a fait quelque chose de totalement personnel. Son premier roman, le Napoléon de Notting Hill, qui se passe dans le quartier où il a grandi, en fait, où il était impressionné par ce château d'eau qui, pour lui, était plus impressionnant justement que le clocher de l'église. C'est un récit chevalerie, enfin, c'est de la fantaisie, enfin, avec des personnages haut en couleur, les révoltes de tous les petits commerçants. Enfin bon, il y a déjà un peu de tout. C'est pas un chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, à mon avis, c'est Le nommé jeudi, qui lui est vraiment un livre absolument extraordinaire. Là, c'est un récit de mystère. Vraiment, alors, on peut en dire un peu plus sur l'histoire du nommé jeudi, sachant que Le nommé dimanche, bien c'est. Oui, il faut pas dévoiler la chose. C'est un peu. Moi, ça me fait. J'ai souvent pensé à ce roman en voyant que j'avais lu juste avant, en voyant la série Le Prisonnier, qui est au fond totalement chestertonienne, avec des personnages qui sont pas ce qu'on croit. En l'occurrence, dans Le nommé jeudi, il y a des masques qui sont confrontés à d'autres masques, une bande d'anarchistes qui se révèlent en fait être des policiers. Bon, on peut pas en dire plus. Oui. Tout ça dans un espèce de décor lugubre, dans un espèce dans des souterrains. Enfin, c'est un peu il y a un peu de Paul Féval même aussi, si on peut dire. Enfin, je sais pas s'il avait lu des romans populaires français, mais déjà toute la littérature anglaise. Il y avait un romancier qui s'appelait Harrison Entworth, qui était contemporain un peu antérieur à Dickens,
qui avait écrit les histoires d'un truand qui s'appelle Jack Sheppard, et c'était complètement légendaire en Angleterre. Tous les gamins avaient lu ça, et là, il y avait la Tower of London, la Tour de Londres aussi. En fait, il fait une espèce de forme de roman métaphysique à partir de toute une littérature populaire anglaise. C'est vrai que vous disiez qu'il était très anglais. Effectivement, on est dans la référence permanente à des choses typiquement anglaises, mais typiquement anglaise, c'est pas la grande littérature. C'est la littérature que tout le monde a lu, enfin qu'on a lu quand on est gosse. Il part de lieux de mémoire, de lieux communs de la culture populaire anglaise pour entre guillemets les subvertir et en faire des points d'interrogation théologiques. François Livonnet. Oui, deux choses. D'abord, moi j'aime aussi particulièrement La Sphère et la Croix. Truc invraisemblable, c'est vrai, cet engin spatial, on tombe sur Saint-Paul, sur la coupole de Saint-Paul de Londres, ensuite. Mais alors après, il y a quelque chose, puisqu'on est nous sommes dans des analogies cinématographiques, on a l'impression d'être dans la Voie lactée de Buñuel. C'est une sorte de duel qui n'en finit pas sur le libre arbitre. On parcourt la campagne anglaise, et là, on s'aperçoit que le non-sens ou le loufoque, entre guillemets, est une affaire très sérieuse. C'est une manière, là encore, d'éveiller l'âme d'enfant. On pourrait dire qu'il y a une sorte de grande régression essentielle vers l'enfance fondatrice. Et puis, L'Auberge volante, traduction de Pierre Boutan, l'Auberge volante, après le Houellebecq récent, il y a tout. Il y a à la fois, Tu peux résumer l'intrigue de l'Auberge volante? C'est très simple, oui. C'est-à-dire que les musulmans finalement s'installent en Angleterre, s'installent politiquement en Angleterre, et la seule façon de résister, et ça c'est quand même très chestertonien, c'est de se lancer une sorte de pub mouvant, de pub volant, et donc échapper à l'emprise et à l'interdiction par une sorte d'assignation dans l'espace. Oui, leur imposer à ces islamistes, voilà. Ou ces musulmans en tout cas, ces intégristes, leur opposer la boisson, le bon vin de Bourgogne et la bière. Et en mouvement. Donc on ne peut pas les arrêter, on ne peut pas ils sont partout et nulle part. C'est quand même très drôle. C'est presque du Monty Python, enfin. Oui, totalement. Oui. Là, on voit aussi qu'alors là, autre enfant naturel de Chesterton, les Monty Python, Gilliam, parce que quand on lit La Sphère et la Croix, avec ces espèces de cascades totalement imprévisibles et loufoques de circonstances, le personnage s'arrête, redémarre, il y a des accidents, on rencontre une femme, il y a une espèce de créature qui surgit comme ça, on est vraiment dans le Gilliam. Avec quelque chose derrière tout ça de très sérieux pour lui, c'est que c'est dans le local qu'on s'oppose, aujourd'hui on dirait au global, c'est-à-dire quand il est contre le capitalisme, etc. C'est au nom de l'ici. Il y a des pages sur la modernité qui est toujours dans l'ailleurs. Il parle du tourisme, du tourisme au sens moderne du terme, de l'hygiène, on va sur les plages, ou du colonialisme. L'impérialisme, aller à Tombouctou, autant de manières de ne pas être dans l'ici. Et l'Auberge volante est une très belle parabole finalement de l'ici. Alors un ici qu'on peut déplacer avec son voisinage, mais c'est une belle image. François Rivière. Ben oui, c'est le plaidoyer permanent pour le retour à la nurserie en fait. Mais ces romans étaient lus comment? Parce qu'aujourd'hui, nous, on est évidemment pétris de récits, je dirais, décadrés, dystopiques, de récits aberrants, de jeux narratifs. Comment on a reçu ces romans à l'époque? Ces romans ont tous connu un premier tirage et pas un second. Ça n'a pas été un succès. Les premiers succès de sa fiction, c'est Le Père Brown. Et encore, ça a démarré assez lentement. Et ce que ça lui rapportait, c'était les droits pour les magazines. Non, ça a été un écrivain impécunieux pendant longtemps. S'il n'avait pas été journaliste, et le journalisme, justement, enfin l'écriture supposée journalistique, alors qu'en fait c'était quand même autre chose que du journalisme plan-plan, c'est ce qui lui permettait de survivre. Non, c'était quand même un excentrique, et même s'il est très anglais, qu'il vit en Angleterre, son œuvre a quand même mis un peu de temps à exister vraiment. Je pense qu'il est mort avant qu'on ait vraiment tout compris. Il a fallu attendre un petit peu. Non, il y a quelque chose il faisait aucune concession. Enfin, c'est quelqu'un qui a pas eu la chance, par exemple, d'un Lewis Carroll ou d'un Edward Lear ou de. Il n'y a pas un titre de Chesterton qui aurait, d'une certaine façon, qu'on pouvait décrocher pour en faire un classique de la littérature pour enfants ou du récit policier ou du récit merveilleux. Oui, il y a vraiment que. C'est plutôt un phénomène global avec des. C'est un phénomène global, mais qui a eu un peu de mal à exister finalement.
France Culture, Mauvais genre, François Angelier. Jamilet pour Mauvais genre ce soir sur France Culture. Alors on va terminer François Rivière parce qu'il est sûrement le plein épanouissement de l'excentricité chestertonienne, c'est-à-dire sa conversion au catholicisme romain, qui n'intervient d'ailleurs que longtemps après sa prise de parti, qu'il ait pris fait et cause pour le papisme. Là c'est vraiment la provocation suprême, parce qu'on peut lui j'ai à la limite l'excuser sa fréquentation des pubs, on peut excuser aussi son comportement public, on peut excuser ses prises de position et une écriture un peu rhapsodique, des récits ceci, cela, mais alors là, devenir papiste, le dire et en être fier, là c'est quand même un comble, non ? Oui, il s'est fait beaucoup prier quand même avant de devenir, avant d'entrer dans l'Église catholique romaine. C'est vrai que son épouse, qui ne s'est convertie qu'après lui, qui est anglicane, mais son ami, le petit prêtre O'Connor, donc qui était quand même un personnage très important pour lui. C'est son seul vrai grand ami en fait. A finalement réussi après bien je sais pas, enfin des coquetteries, enfin, à le faire entrer dans le Saint des Saints. Mais il s'est un peu réfugié dans l'Église. Il disait qu'il était devenu converti catholique. en 1922. En 22, oui. Il s'est converti pour éviter la folie, de sombrer dans la folie. Enfin, bien sûr, c'est un paradoxe de plus, mais je pense qu'il a trouvé une sécurité quand même puis l'aboutissement de tout un chemin qui pouvait le conduire que là, quoi. Enfin, il avait failli mourir quand même dans les années 14-15. Il était tombé dans un coma dont tout le monde pensait qu'il ne sortirait jamais. Ce même coma qui finalement va l'emporter en 1936. En 1936. Et il était quand même temps pour lui de rentrer au bercail. Enfin, mais là aussi, enfin pour moi, c'est, pardon de utiliser le mot, mais c'est la nurserie céleste. Enfin, c'est vraiment Dieu. À 7 ans, il disait Dieu est mon épée. Bah oui, c'était encore son épée. Enfin, il y a quelque chose de très enfantin quand même là-dedans. Alors, ce catholicisme, il se manifeste par des textes. Alors, parmi les deux plus célèbres, orthodoxie, puisqu'il prend la défense évidemment du dogme et de l'orthodoxie. Pour lui, l'orthodoxie étant la suprême hérésie. Enfin, je veux dire, le chic hérétique est à son maximum dans la défense du dogme et de l'orthodoxie. Des monographies, des hagiographies extraordinaires textes sur Saint François d'Assise qu'il faut lire, et puis encore plus étonnant texte sur Saint Thomas d'Aquin. D'ailleurs, il a une magnifique image, il compare Thomas d'Aquin, l'intellectuel au pupitre, aux doigts tachés d'encre, et Saint François d'Assise, le mystique rebondissant dans la forêt, aux doigts tachés de mûre. Magnifique image pour singulariser les deux personnages. Et puis j'ai quand même, à la lecture, tout à l'heure on en a eu un extrait, de la sphère et la croix, mais pas seulement, il y a quand même des moments qui semblent accréditer l'idée qu'il y ait eu chez Chesterton des moments extatiques,
des moments d'éblouissement intérieur. Je veux dire, parce que ce qu'il dit sur le ton de la galéjade ou du propos humoristique donné à des héros comme ça, qui ont l'air un peu de rebondir sur des burlesques, c'est quand même des témoignages, celui que j'ai lu est assez clair, sur vraiment des témoignages très clairs sur le sentiment de la Renaissance, de retrouver la native pureté du monde. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'extatique. Je ne sais pas si François Livonnet, on peut considérer Chesterton comme un extatique, mais je trouve qu'il y a quand même dans le texte des traces d'une expérience intérieure qui irait dans ce sens. Qui irait dans le sens de l'enfance dont on parlait tout à Voilà, l'heure. bien sûr. L'extase, c'est le retour à l'enfance, c'est la nurserie. Mais sur la question du catholicisme, il faut tout de même rappeler un événement, c'est que l'actuel pape, alors qu'il était nous avons un pape chestertonien, qui était cardinal de Buenos Aires, avait demandé sa béatification. Et je crois que des catholiques américains ont relancé la chose et que la chose... C'est en voie, oui. Il est sur une liste qui est peut-être longue, je ne sais pas. Mais pour un grand buveur de bière, c'est oui, mais même, oui, plutôt réconfortant. Jean-Paul Ier en parlait beaucoup, le pauvre pape mort très prématurément. C'était son idole, il parlait sans arrêt de Chesterton. Mal lui en a pris, peut-être, je sais pas. On sait que la fin de Jean-Paul Ier... Il y a des miracles. Oui. Et l'actuel pape François, qui je suis sûr a lu avec appétit la biographie de Saint François, dans lequel il s'incarnait un peu, enfin il se prenait un peu pour Saint François, Chesterton, enfin il y a un peu ce côté-là, quoi. Puis après un peu pour Saint Thomas. Il avait la stature physique de l'un et puis le gazouillis mystique de l'autre. Frère loup, oui, mais sans l'ascétisme. C'est plutôt frère Cabartier. Sinon, concernant son adhésion à l'Église, il dit pourquoi je me rallie à l'Église. Il dit pour se débarrasser de ses péchés, etc. Et également, c'est l'expérience de la confession qu'il met en avant. Par la confession, on retrouve la nurserie. Par la confession, on se retrouve dans une sorte d'état premier. Le vieillard à 5 ans, il y a une sorte de régression magique. Et il dit en même temps, par exemple, je lis là, je suis fier d'être enchaîné à des dogmes anciens. Je suis fier d'être l'esclave de croyances défuntes. Et toujours cette référence finalement à un passé. Donc c'est vraiment une religion originaire. François Rivière. C'est la virginité. En fait, il n'a jamais quitté l'état de virginité. Quand on lit, enfin quand on se connaît un peu le récit de sa nuit de noces, enfin, qui est quand même un grand moment, un grand moment d'absence, oui. Surtout le fait qu'il a été pubère seulement à 18 ans, ce qui nous a révélé sa première biographe qui est témoin, si je puis dire, enfin qui l'a très bien connu, enfin qui parle comme ça, en sachant les choses à peu près. On se dit que il est resté vierge toute sa vie. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de... Un poupon. C'est un poupon auteur de romans policiers, ouais, qui mettait du Bourgogne dans son biberon. Claude Chope, vous nous annonciez une lecture de Borges. On va terminer par cette... si vous parliez dans le micro, il ne vous en voudrait pas et nous non plus. C'était un portrait, en fait. Tout simplement, ses cheveux gris qu'il portait longs ondulaient gracieusement sur son faux col, à la manière des hommes d'État de naguère. Vu de dos, c'était tout à fait le type d'homme à prendre en main les destinées de l'Empire. De face, il avait l'air d'un inoffensif épicurien, d'un vieux célibataire, habitant le quartier le plus chic de Londres, ce qu'il était. Voilà, Chesterton par Borges. Merci Claude Chope de cette lecture. Donc à lire, bien évidemment, à lire et à relire, à faire relire et à faire lire Chesterton, depuis toujours la lecture des amateurs de mauvais genre. Donc je rappelle François Rivière, le divan de Chesterton, biographie, c'est chez Rivage, Magie. Donc pièce que l'on découvre là. La Sphère et la Croix, édité en Rivage Poche. L'extraordinaire autobiographie L'homme à la clé d'or, c'est aux belles lettres. Et puis Pourquoi je suis catholique, la chose. Il appelait son catholicisme la chose. Quelque chose qualificatif assez singulier aux éditions Climat. L'heure est venue.